Bienvenue tout le monde. Aujourd'hui, c'est un épisode particulier puisqu'il va se dérouler en deux temps. Parce que c'est impossible de répondre à une question comme celle de ce qu'est le pop art. Si vous deviez avoir une interrogation surprise, le pop art, c'est l'image qui est devant vous. Une image de Richard Hamilton qui est un collage. On est au cœur de notre question, chapitre 3, comment faire des images dans un monde d'images. Un collage qui contient plein de choses. Je vais le redire après, mais il fait 26 cm sur 25, c'est vraiment une petite image. Il servait de carton d'invitation pour une exposition très importante dont je vais parler aujourd'hui. This is Tomorrow, c'est demain, mais ça datait de 1956, donc c'est un vieux demain, on va en reparler. Et quand je lis la petite description, le fond principal de l'image est un salon contemporain pris dans une publicité Ladies Home Journal, c'est le journal des femmes de maison, édition juin 55 pour Armstrong Floor, qui décrit la mode moderne en matière de sol. Vous voyez, vous avez un très beau parquet. Comment faire briller votre intérieur. Écoutez le chanteur Ramon Pipin, c'est son dernier album. C'est pour mon copain Olivier Perrin, notamment. Le titre de l'œuvre provient de cette publicité, puisque le titre, c'est Qu'est-ce qui rend nos intérieurs si attirants et si séduisants? Voilà. What is that makes today's home so different and so appealing? 1956, Richard Hamilton. Richard Hamilton est... j'ai besoin d'en parler en deux fois parce que j'ai beaucoup dit que Rauschenberg était le meilleur peintre du XXe siècle. Je vais le dire sur Warhol après. Mais Richard Hamilton est l'homme le plus intelligent du XXe siècle quand même. Là, ce qu'on va voir aujourd'hui et demain, vous allez être sur le flanc. Hein. Il comprend tout avant tout le monde. Alors, la petite publicité qui a servi pour ce collage-là, c'est la mode moderne en matière de sol, disions-nous. Et le titre de la publicité, c'est « Qu'est-ce qui rend exactement les maisons d'aujourd'hui si différentes, si séduisantes ?» Un aménagement ouvert, bien sûr, et un usage audacieux de la couleur, ce que vous voyez que j'ai appliqué quand on regarde derrière moi, couleur, aménagement moderne. Le bodybuilder, c'est Irving Kodzewski, vous l'aviez reconnu, vainqueur du concours Monsieur Los Angeles de 1955. La photographie provient de l'édition de septembre 54 du magazine Tomorrow's Man, l'homme de demain. Vous vous doutez que comme c'est un collage, des historiens de l'art bien vicieux ont retrouvé d'où venait chaque chose. C'est pour ça que je vous le cite, c'est que une fois qu'on a découpé un journal et qu'on refait une œuvre, on s'en fout en fait d'où ça vient, mais les historiens de l'art remontent en amont et ça nous permet de voir quelle est l'ambiance en fait, dans quel environnement ils travaillent, parce que vous allez comprendre que cette exposition This is Tomorrow, cette œuvre qui sert de collage pour la faire connaître, de 1956 en Angleterre, est le point de départ du pop art. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose parce que pourquoi ce n'est pas les Américains? On va le voir dans 2-3 jours. Ils avaient le profil pour ça, rock'n'roll, mass média, culture visuelle, et puis beaucoup d'éléments autour des images et de leur circulation, ça aurait pu. Pourquoi est-ce que les Anglais, cette exposition, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un vrai jeu de piste qui n'est pas si clair que ça. Et donc le fait de vous citer l'artiste à droite, la dame torse nu avec un lampadaire sur la tête, parce qu'on n'a pas toujours des intérieurs comme cela, un beau monsieur en slip musclé avec une grosse sucette pop à la main, dites-moi où c'est parce qu'on en cherche. Et puis, il faut deux dames, hein, enfin trois avec une dans la télé. Tu as un poste de télévision qu'on identifie tout à fait. Une qui passe l'aspirateur. Voilà. L'escalier provient d'une publicité pour le nouveau modèle d'aspirateur Hoover, Constellation, paru dans la même édition du Ladies Home Journal, qui a la même publicité, même origine que le sol. Le bodybuilder, on a dit Monsieur Los Angeles 1955. Et l'artiste Jaubert, qui est à droite, elle n'était pas identifiée, mais elle a dit plus tard qu'elle avait posé dans des magazines érotiques et qu'elle était la dame avec l'espèce de lampadaire sur la tête, mais on n'a pas identifié dans quel journal ça venait. Alors, si on va un peu plus loin, cette image est vraiment riche et c'est pour ça qu'on peut dire quelle est la date de naissance du pop art. Pas seulement parce qu'il y a le mot pop sur la sucette qui veut dire populaire, très important, et puis pop, c'est aussi la sonorité qui fait qu'il y a quelque chose d'un peu léger, un peu bande dessinée, entre guillemets. Mais ce n'est pas seulement ça, parce que ça suffirait à ce que vous brilliez en soirée et que vous ayez votre UV
pour les partiels qui auront lieu en janvier, je vous le rappelle. C'est que ce qui va être intéressant dans cet art pop en Angleterre, c'est la façon dont Richard Hamilton, plus que les autres, dans ses expositions The System Row, va comprendre que notre environnement général, l'espace dans lequel on vit, c'est le monde publicitaire. Et je vais essayer de montrer en quoi. L'image de la lune au plafond, découpée dans Life Magazine de septembre 55. Je ne l'avais pas vu avant de relire, mais le tapis qui est ici au milieu, c'est un agrandissement d'une foule. J'ai des années que je commentais ça, je ne l'avais pas vu. Une foule sur la plage de Whiteley Bay. Image de la Lune, donc vous voyez bien le désir d'aller sur la Lune qui n'arrivera qu'en 69, on est en 55. L'homme du portrait sur le mur, très important. John Ruskin, c'est le théoricien anglais de l'art total, de l'art qui donne Arts and Crafts, qui va donner le renouveau de l'artisanat à la fin du 19e siècle, dont on a parlé, et qui aide à ce que les artistes commencent à voir la création design, l'architecture comme un tout, et ce n'est pas un hasard qui se retrouve là. Le magazine sur la chaise, c'est un exemplaire du journal de commerce de Samuel Morse. L'enregistreur de bande est un Boozer & Hawkes, mais l'origine de la photo n'est pas connue. La vue à travers la fenêtre provient de la photographie du premier film parlant, 1927, Chanteur de jazz. Voilà. Et donc, ce qu'on a devant nous, c'est Just make it that makes today home so different. Qu'est-ce qui rend nos intérieurs si différents? Vous comprenez qu'il y a un peu d'ironie dans l'œuvre. On a du jambon en boîte aussi, on a un petit enregistreur sur le sol. On a des tas de choses qui correspondent bien à notre société de tous les jours et dans laquelle nous vivons encore aujourd'hui. Pourquoi j'ai besoin de deux fois? C'est parce que je viens de résumer, finalement, vous pouvez partir. Faire des images dans un monde d'images, faire du collage, jouer avec ce télescopage d'images. Voilà, on a compris. Mais ça ne résout pas ma question de pourquoi ils arrivent en Angleterre et pourquoi cette exposition-là. Qu'est-ce qui fait que d'un seul coup, je ne crois pas juste au génie. On va voir qu'il y a des gens qui collent avant, Eduardo Paolozzi, je vais le montrer tout de suite. Il y a des gens qui collaient avant, on l'a vu avec Jess aux États-Unis. Il y a des gens qui récupèrent des choses et qui créent ça. Mais Richard Hamilton va trouver quelque chose qui est important. Et ce qu'il m'aide à trouver, cette énigme de comprendre comment c'est arrivé dans cette exposition This is Tomorrow, c'est que finalement, si on se reporte 50 ans plus tôt, allez, en 1906-7, on serait devant les Demoiselles d'Avignon de Picasso. Et en fait, qu'est-ce que ferait un historien de l'art? Il essaierait de comprendre ce que Picasso a voulu faire, il essaierait de comprendre par ses esquisses, par ses croquis, comment c'est arrivé en fait. Et il chercherait, paradigme moderne, comment ce qu'on voit devant nous est sorti de l'intérieur de lui. L'enquêteur d'historien de l'art contemporain, il ne peut pas faire ça en fait. Il est obligé, parce que finalement l'intention, on la voit assez facilement, un collage, assemblage, je viens de le dire, à partir de tas d'éléments dont on ne sait pas pourquoi ils sont sortis à ce moment-là en fait. On n'a pas la question. Et vous allez comprendre que notre enquête d'aujourd'hui, elle est récente pour moi, elle est d'essayer d'assembler comment un critique d'art, un journal, une exposition, un artiste dans cette exposition, mais qui n'est pas l'artiste majeur, vont fabriquer une espèce d'environnement, si on peut dire ça comme ça, qui va accoucher de cette œuvre. Et cette tension entre plein de personnages, c'est un peu la mission de l'historien de l'art contemporain, si on peut dire ça comme ça. Alors, un petit retour en arrière et un petit tour en Provence, si vous me permettez. En 1954, où sommes-nous? Nous sommes à Bio, dans les Alpes-Maritimes. Qu'est-ce qui se passe à Bio, que vous pouvez retrouver sur un beau site internet qui s'appelle, c'est dans Open Edition, un journal, un petit texte de Diana Gay que j'ai découvert, je ne connaissais pas cette histoire. Fernand Léger expose avec le groupe Espace à Bio. Groupe Espace, jamais entendu parler, moi. J'ai juste vu qu'ils vont arriver dans mon exposition de 1956 de This is Tomorrow. L'enquête commence. Qui c'est le groupe Espace? D'ailleurs, on peut déjà le dire à l'avance, c'est pas très valorisant, mais ils vont, à l'automne 54, envoyer un émissaire pour prendre contact avec Victor Passmore et Theo Crosby, qu'on va retrouver tout de suite du groupe anglais. Qu'est-ce que font ces gens? Le groupe Espace, il a été fondé par un architecte qui s'appelle André Bloch, qui fait ça, c'est-à-dire des formes qu'on pourrait trouver voisines du sculpteur anglais Henry Moore. C'était Henry Moore
c'est-à-dire une sorte de construction de forme, mais qui bascule, vous le comprenez avec cette image-là, autant dans l'architecture que dans la sculpture. On est dans des sculptures habitables qui pourraient être de petites formes et qui pourraient être immenses aussi, qui pourraient être des sculptures imaginaires. Ce que vous avez devant vous pourrait être tout petit et on pourrait le regarder juste avec un œil et on pourrait s'y loger ou y circuler. Ça, on a ça dès les années 30, 40 dans les recherches formelles de l'abstraction dans un angle un peu organique dont on a parlé un petit peu. Certains historiens récents parlent de biomorphisme comme source un peu de recherche après Miro, après le surréalisme, dans l'architecture, la sculpture et la peinture. André Bloch est de cela, en fait. André Bloch crée un groupe et vous allez voir vous allez commencer à devenir des bons enquêteurs puisque la matière que laisse apparente André Bloch fait un lien avec le brutalisme qu'on a vu il y a 2 jours. Ça tombe bien. André Bloch va contacter les 2 Smithson, Allison et Peter, que voici à droite, qui sont les représentants et qui se sont nommés eux-mêmes les premiers architectes brutalistes et qui vont organiser l'exposition This is Tomorrow, si vous voyez un peu ce que je veux dire. Pour le moment, si on a tous les éléments de notre enquête, on voit bien qu'il y a un rapprochement entre des gens qui travaillent sur l'espace, qui travaillent sur le matériau sensible avec le côté brutal que ça peut avoir, qui vont expérimenter donc à Bio. André Bloch a un terrain, ils veulent l'acheter, et ce petit texte me permet de revenir, voilà, c'est en 54, en amont. Pour le moment, ce qui nous embête, c'est qu'on n'a pas de rapport avec la publicité et les collages, pas du tout. Alors, je ne lis pas ce qui est devant vous, enfin, ne lisez pas ce qui est devant vous, je vous le résume très facilement. Voilà, en 54, une exposition qui s'appelle Architecture, forme, couleur, une exposition en plein air. Quel est l'objectif? Dynamiser l'espace et explorer le potentiel sans cahier des charges fonctionnelles. Ils en ont marre de l'architecture fonctionnelle et du rapport à l'espace qui soit fonctionnel. Il faut trouver une autre façon d'habiter l'espace et de jouer avec. Ils écrivent, ils se réunissent autour de André Bloch. On va voir qu'il y a des gens assez connus dans cette histoire, qui sont connus de vous. Qu'est-ce qu'ils rejettent? Enfin, qu'est-ce qu'ils veulent? Architecte, ingénieur, plasticien. Plus de spécialité d'artiste. Deuxièmement, expérimentation. Plus d'œuvres individuelles comme un objet spéculatif. C'est-à-dire, je fais une œuvre comme Picasso, voilà, je fais mon œuvre, je la propose, et puis c'est une façon de penser, spéculer, une façon de faire penser le spectateur. Non, c'est pas ça qui les intéresse. Et tout aussi important, et c'est le premier indice vers notre exposition This is Tomorrow, synthèse de tous les arts, c'est-à-dire ce qu'on vient de voir avec l'image de Bloch, espace, sculpture, photo, peinture, musique, tout réuni. Une synthèse des arts qui est un fantasme en art depuis bien longtemps. On va dire depuis le XVIIIe siècle, si on va vite. Le manifeste du groupe rappelle qu'il s'agit pour cette synthèse aborder cette tâche difficile de la synthèse sans laquelle aucune civilisation ne peut affirmer sa présence. Alors, ça a été réhabilité par les gens de Bio, en fait, cette exposition, parce que c'est une sorte de laboratoire français pour inventer l'art moderne. Voilà. Parce que Bio, en 50, c'est rural. Il y a des choses en métier d'art, en céramique, des agriculteurs, et il y a aussi des artistes et des artisans. Cette idée d'aller au vert pour travailler, voilà, en plus Bio était résistante, c'est une terre communiste, et donc le groupe Espace et des invités, 64 peintres, sculpteurs, photographes, ingénieurs, architectes, investissent l'été 54 un champ de 3000 m². Ça nous rappelle un peu le Black Mountain College, sauf qu'il y a des oliviers. Mise à disposition par la municipalité, le bon vieux temps pour les artistes des municipalités communistes, Fernand Léger y participe en qualité de membre exposant. Mais il est local puisqu'il fréquente Bio depuis 4 ans. Voilà une photo de 54 avec les premières constructions architecture qu'on voit ici. Une bonne vieille bagnole de 54. Le poète Pierre Guégan dit quelque chose d'important. Ces expériences de des maîtres d'œuvre, c'est-à-dire des architectes, des constructeurs avec des artistes dans des espaces autour, c'est pas incongru, ça rappelle des expérimentations arts and craft à Vienne. Et puis, il fait un parallèle avec... ça va me revenir, ça m'échappe à l'instant. Le philosophe américain qui avait inspiré le Black Mountain College. Dès qu'on ne met pas le petit truc en dessous, on ne va pas s'en sortir. Vous le retrouverez.
Voilà à quoi ressemble le travail du groupe Espace. Il y a des sculptures qui se gênent mutuellement, d'autres qui se chevauchent, d'autres qui gagnent, d'autres qui sont plus... J'ai lu un mur d'écran qu'on devine dans le fond, fait avec un tressage naturel qui sert de support pour de la peinture. Donc on a des choses qui sont, entre guillemets, des matériaux plus urbains, du plexiglas, et des choses qui viennent vraiment de la nature. On n'est pas du tout encore dans ce qu'on pourrait appeler le land art. On est plutôt dans une recherche sur comment la forme sort de son espace d'exposition habituel. Disséminées au gré des reliefs du terrain, les œuvres sont réalisées avec des matériaux traditionnels, mosaïque, marbre, céramique et plexi, verre, ciment, fibrociment. Et on retrouve dans les architectes scénographes André Bruyère un petit gars qu'on a vu passer, voilà des tas de noms qu'on ne connaît pas, mais le petit Claude Parent, on pourrait citer Lionel Chen, qui est un architecte d'importance aussi. Voilà à quoi ressemblent les structures que fabriquent les architectes en question André Bruyère, qui servent à abriter à la fois des œuvres, des photos, des structures qui permettent d'être ouvertes, vous voyez, même suspendre des objets plutôt, montrer le travail d'une autre façon. C'est là où on va commencer à parler d'environnement et de travail sur l'espace d'exposition, l'espace de perception. Une dernière chose, grâce à André Bloch, la stratégie de développement international du groupe Espace permet la diffusion rapide de ces idées. Et voilà comment le groupe Espace va postuler pour exposer, rencontrer les gens qui montent l'exposition de 56 à la Whitechapel Gallery à Londres. This is tomorrow. Une petite méchanceté, ça ne pèse pas plus lourd et puis ça réveille. La volonté d'être visible par la population, par les pouvoirs publics, voilà, il faut faire aussi des effets pour faire savoir que l'histoire de l'art public n'est pas si vieille, hein, date des années 30 en France. La recherche d'un contexte démonstratif est une rencontre désintéressée avec l'art qui fustige l'art mercantile comme Picasso à Valoris. Et toc, on peut faire de l'art pour tous, gratuit, qui serait regardable dehors. Donc le choix de Bio, ce n'est pas un hasard. Et aujourd'hui, à Bio, la photo de 2015, c'est le musée Fernand Léger. Il a laissé une trace là-bas. On a presque compris dans notre petite enquête qu'est-ce qu'ils foutent là et comment ils se retrouvent à exposer dans notre This is Tomorrow. Je lis dans le merveilleux Histoire des expositions, un livre allemand, alors il a un angle qui n'est pas du tout franchouillard, c'est intéressant comme ça. Édition du Regard, 91-98, Denis Treyweiler. Lorsque le 8 août 1956, l'exposition This is Tomorrow ouvre ses portes à la Whitechapel Gallery de Londres, l'invité d'honneur, l'acteur principal du film Forbidden Planet est un robot, indépendant de groupe et interdisciplinarité. Et je lis, à l'automne 54, un émissaire du groupe Espace de Paris prend contact avec Wilson, Passmore et Theo Crosby. Les constructivistes français, je ne les aurais pas appelés comme ça, mais voulaient fonder une filiale britannique et après quelques tentatives infructueuses, leur choix se porta sur l'Independent Group. Cependant, rapporte Hallowell, un des théoriciens que vous allez découvrir tout de suite, dans le catalogue de l'exposition, les artistes anglais et les architectes n'ont pas voulu se soumettre aux idées dogmatiques de synthèse imposées par le groupe Espace. Et un peu plus bas, peu de temps après, le groupe Espace est refusé par l'Independent Group. Fin de l'enquête. Vous allez me dire, c'est bien beau de nous emmener en bateau. Non, il y a un rapport et ce n'est pas négligeable. Déjà dans le groupe indépendant, il y a des artistes qui font penser au travail du groupe Espace. Victor Passmore, c'est un des grands peintres anglais. Il peint des choses très figuratives au début de sa carrière, mais vraiment très figuratif. Il est célèbre pour ça. Et puis vers 47-48, juste avant notre sujet, il se met à peindre des choses complètement abstraites. Son public est assez déçu, et puis petit à petit, il va devenir le fer de lance de l'abstraction anglaise. C'est le premier dans les années 45 ans. Peu de contact finalement avec l'avant-garde pour les Anglais pendant un temps. Voilà Victor Passmore. Une abstraction qui finalement n'est pas forcément liée au surréalisme, qui n'est pas forcément liée à des choses qu'on aurait vues. Une abstraction qui est assez originale
qui est plutôt lié au biomorphisme dont on parlait, des formes un peu de bois, des formes de végétales, de coulures, de végétation qui pousse, on va dire. Et puis, Victor Passemore, il va faire une autre transformation radicale, c'est qu'il va basculer vers une peinture complètement abstraite, mais qui étudie le rapport à l'espace. Voilà comment, petit à petit, la deuxième ou troisième partie de l'œuvre de Passemore, c'est de prendre ces blocs qu'il peignait, on le voit derrière lui, de façon simple, et les projeter dans l'espace. On a une œuvre qui est en 3 dimensions et qui va interpeller le spectateur par le fait de ne plus entrer dans une catégorie. Abstraction, vert, noir, rouge, gris et rose. Voilà quelque chose qui ferait penser aux recherches de Mondrian, mais qui va avoir un impact intéressant, c'est que Victor Passemore va créer une maquette pour le pavillon Apollo, qui va être beaucoup critiqué, mais qui est toujours debout aujourd'hui, voilà, qui va jouer dans cette espèce de capacité à passer de la 2e dimension à la 3e dimension. Et le voici sur le chantier, il a une casquette, et voici la réalisation. Comment faire de l'architecture en vrai, le voilà dans le fond. Comment développer, c'est pour ça que les gens qui habitent autour, même dans les années 80, il reviendra sur place, les gens étaient peu contents, ils trouvaient que c'était un peu trop radical pour eux. Et il faut reconnaître qu'on est vraiment à la frontière de la sculpture et de la peinture. Et il faut reconnaître que si vous connaissez le Bilbao de Frank Gehry, des œuvres qui soient, des architectures qui soient comme des formes plastiques géantes, le Gehry est plus arrondi, mais on n'est pas loin. Un jeu d'échelle, un jeu avec, vous voyez, des galets, avec la matière du béton, qui fait penser au travail brutaliste et qui donne la possibilité de point de vue, de jeu de formes les unes par rapport aux autres. Vous voyez, le travail est tout à fait dans l'esprit brutaliste qu'on a retrouvé chez Smithson. Les Smithson, les voici. Ceux qui se présentaient comme le Brutus de l'architecture, ce bâtiment-là, celui-ci, pardon, une sorte de forme simple qui assume le béton comme matériau. Le seul de 53 identifié comme brutaliste, avec un plan, vous voyez, qui est très très simple. Et puis dans le travail de Smithson, c'est là où il commence à avoir une petite piste pop. Finalement, dans leur travail, il n'y a rien de pop entre Passemore et les Smithson. Ce sont des collages qui valorisent l'architecture. Vous voyez, on a un terrain sur lequel ils doivent construire. Ils ont pris une photo du terrain. Ils ont fait ce dessin par-dessus qui revient. Et puis, ils ont mis un petit bonhomme collé qui est Gérard Philippe. Ils n'étaient peut-être pas au courant. Et qui va faire un montage pour permettre de comprendre leur construction. En 1956, ils proposent la Maison du Futur, que voici, qui joue de cette forme à la fois arrondie, à la fois rectiligne, à la fois avec des séparations, et puis un jeu de matériaux qui fait vraiment penser à ce système brutaliste. C'est-à-dire, si je trouve un lien, et si je le résume vite fait dans notre enquête, c'est quelque chose qui doit créer des contrastes dans le regard et dans la façon de se balader. Ils ont même créé une typo pour cette Maison du Futur, mais 2 choses à retenir, finalement, c'est cette idée de futur qui est importante. Notre expo va s'appeler This is Tomorrow, et cette idée de contraste en associant des éléments différents. Le 4e protagoniste, le 3e dans le groupe indépendant, c'est Edoardo Paolozzi, que voici, qui est, comme son nom ne l'indique pas, anglais. Voici les sculptures qu'il travaille. On est dans quelque chose qui fait penser à un système de collage, assemblage de plein d'éléments différents, mais aussi de jeu avec la matière brute. Edoardo Paolozzi va être connu pour quelque chose d'autre que sa sculpture et sa peinture. Ce qu'il fait n'a pas de rapport, en fait. Il va être connu pour des séries de collages qu'il va s'amuser à faire en dehors, sur des cahiers, où il va s'intéresser à plutôt des objets mécaniques. Mais il va se servir de ces collages comme une espèce de construction graphique. Et comme également, en piochant dans les couleurs et les symboles américains, de la société des masses médias qui se développe, beaucoup de robots qui reviennent souvent, et une petite Marilyn encore, des petits graphismes, ha ha ha. Voilà, il va plutôt penser ces collages comme des environnements, en fait, comme quelque chose qui va prendre une place importante
et où finalement le sens, vous vous rappelez peut-être que Roosevelt avait traité le nu descendant l'escalier de Duchamp d'une couverture Navarro. On n'est pas loin de ça, c'est-à-dire que c'est plutôt un rythme de couleur, une façon d'habiter l'espace qui intéresse Paolozzi dans ses collages, même si on reconnaît les symboles, mais les symboles ne sont pas comme le collage pop art de Hamilton, là pour montrer et se moquer du reste. Quand on se balade à Tottenham, à Tottenham Court Road dans le métro, il y a une station anglaise qui a été complètement décorée par Paolozzi, dont on voit que ce jeu de collage quitte jamais tout à fait le symbole simple et qui est plutôt, c'est pour ça que je le redis, une façon de créer un environnement autour. Et c'est là où il y a un lien entre ce que fait Paolozzi en sculpture, en collage, pourtant on dirait qu'il n'y a pas de rapport du tout, et l'intérêt pour le groupe Espace et les Smithson pour l'environnement. Voilà les collages qui ont fait connaître Paolozzi, et voici celui qui le fait entrer dans l'histoire de l'art, parce qu'il date de 1947, il réunit une petite pin-up, du coca, une main qui tire, et pour la première fois, il y a le mot pop. Voilà pourquoi, sur ce collage-là, on pourrait le fixer. Même si Paolozzi, c'est plutôt des collages de recherche, en fait, des effets de recherche de matière, de techniques pas exposées en tant que telles. Pour le dire d'une façon amusante, il était à deux doigts de devenir le représentant du pop, et puis c'est pas arrivé. Dans ce groupe indépendant de 52-54, on a donc Eduardo Paolozzi, les deux Smithson, Richard Hamilton qui va arriver tout de suite. Il nous reste à découvrir Lawrence Holloway, qui est curateur, organisateur d'exposition et critique d'art. Pourquoi c'est important? On a Paolozzi, les deux Smithson et Anderson qu'on va voir juste après. L'exposition This is Tomorrow se rapproche. Lawrence Holloway, le voilà, il va avoir une importance forte que des critiques d'art soient avec eux. Pourquoi? Quand il rejoint l'indépendant de groupe, il donne des conférences sur une théorie d'un lien circulaire entre l'art culturel populaire, bas, pop cultural, low art, low c'est bas, et high art, là j'ai dit art savant, art populaire, art de la vie de tous les jours, art sérieux. Voilà, il s'intéresse aux mass médias et aux consuméristes. C'est-à-dire que Lawrence Holloway, il a une réflexion sur la façon dont le système de communication dans lequel les années 50 d'après-guerre sont engagés et l'environnement avec lequel il faut travailler. C'est lui aussi, pas seulement lui, mais les théoriciens qui sont autour qui vont mettre en avant cette idée que l'art populaire peut être une ressource. Lawrence Holloway va être le premier à employer le terme pop art, mais il a deux petites choses qui sont importantes à signaler. De 55 à 60, il est assistant directeur dans un musée américain et il va participer au montage de l'expo de 56 de This is Tomorrow. On y arrive, ne vous en faites pas. Et c'est en faisant sa critique ainsi qu'en voyant d'autres expositions lors d'un voyage aux États-Unis qu'il emploie le terme mass popular art qui va devenir pop art. C'est Lawrence Holloway qui le fait. Le petit aparté qui est tout à fait passionnant maintenant que vous êtes super calé, c'est qu'il va s'installer à New York en 61. Il va devenir, c'est pour ça qu'on le voyait en photo devant le musée fait par Frank Lloyd Wright, le musée Guggenheim. Et de 61 à 66, il va exposer des artistes pop américains comme Lichtenstein, Oldenburg et Warhol. Le deuxième, on le verra avant de partir. Et les autres, dans quelques jours. Et puis des expos consacrés au peintre et à l'objet, c'est-à-dire le jeu de créer à partir du collage, c'est aussi une façon de réfléchir sur le pop art. Et un petit copain un peu anarchiste qu'on avait vu, il fera un prix Guggenheim Awards et notre copain rebelle Asger-Jorn va refuser. On le reverra plus tard. Quand je regarde ce que Holloway a écrit, il a écrit sur Victor Passmore, notre architecte brutaliste de tout à l'heure, il a écrit sur le pop art américain, il a écrit sur Lichtenstein, et même ce qui montre l'intérêt assez ouvert de ces disciplines, et ce qu'il veut prôner d'ailleurs, sur les films de 46 à 64 qui sont violents. Et on reconnaît le merveilleux petit monsieur au pistolet. Un autre théoricien qui est important, qu'on va retrouver après, il s'appelle Theo Crosby, il fait aussi partie de This is Tomorrow. Et voici comment s'est goupillée mon histoire. Une sorte de Cluedo du prof d'histoire de l'art. On a des architectes qui initient le brutalisme, qui réunissent une exposition dans laquelle l'espace va compter beaucoup,
sur la façon dont on expose, la façon dont ça va être perçu. On a des historiens de l'art qui s'intéressent, pour Theo Crosby, à l'architecture, on va le voir juste après, et Laurence Holloway qui s'intéresse aux mass médias et à la culture, et on a Paolo Zi qui déjà a cherché des choses autour du collage. On a un dernier théoricien qui nous intéresse, qui s'appelle John McHale, qui a écrit ce livre tout à fait fascinant, puisque j'ai dit que c'était un peu le sujet, Penser le futur. Voilà. Après, une nouvelle aube, dit le livre, page 230 de l'art de l'exposition, une aube nouvelle de l'art plastique s'annonçait aussi bien dans les discussions du groupe indépendant, puisque vous comprenez que les artistes ne vont plus être tout seuls, ils vont beaucoup lire, ils vont beaucoup discuter, ils vont ne plus être dans une démarche isolée. Et c'est pour ça que notre Cluedo est en place, c'est qu'il faut que tous les arguments, le colonel Moutarde, le docteur Olive, tout ça, ils soient autour de la table pour que se fabrique quelque chose. Et l'historien de l'art, il va avoir pour mission d'essayer de remettre tout ça en place pour comprendre comment c'est arrivé. Quel est le leitmotiv qui revient de ce groupe indépendant de 56? Le congé signifié à une modernité devenue classique. La modernité, c'est devenu un truc ringard classique repéré. Dans la préface du catalogue, Holloway précise qu'il faut sortir de la pureté du média, des proportions dorées et des icônes qui ne seraient pas ambiguës. Il y a quelque chose autour de l'architecture et de l'art qui doit être fabriqué. Voilà. À quoi sert l'exposition This is Tomorrow qu'on va voir tout de suite? C'est s'opposer, to oppose the specialization of the art. Voilà. Mais une chose qui est intéressante à signaler sur le petit monsieur McHale, c'est quand même une merveille. Il va donc être dans l'indépendant groupe. Dès 52, il devient coordinateur avec l'autre critique Laurence Holloway, vous avez tout compris, je crois. Il oriente les discussions autour des masses médias et de la culture populaire. Il forge l'expression pop art. Et puis, il va partir aux États-Unis. Il va revenir avec des tas de matériaux de collage qui vont l'intéresser, puisque il y avait longtemps qu'on n'avait pas parlé de lui. Il part étudier à l'université d'Yale en 55 et il a comme prof Joseph Albers. Pour rappel, c'est le prof principal du Black Mountain College. Il revient à Londres avec des bras chargés d'images américaines et il n'est pas seulement un grand théoricien qui va être un des premiers à penser le post-humain, les hommes avec des prothèses de machines sur eux, et puis l'idée de penser le futur comme un tout. Il va aussi revenir et faire des collages. Voilà, des collages qui, quand je le regarde, me font plus penser, et c'est la même époque, à Dubuffet. Voilà, une sorte de chose qu'aurait pu, en un sens, faire aussi peut-être notre copain Rauschenberg, mais je disais que Rauschenberg essaye de dépeindre. Là, on est avec des artistes qui travaillent autour de la marchandise, en fait, autour de la circulation de l'image qui doit être identifiable, qui devient une espèce d'environnement. C'est pour ça que j'ai appelé le mot du jour, c'est merchandising. C'est une sorte, le merchandising, c'est la marchandise qui est là tout le temps, tout autour de nous, continuellement. Une dernière chose importante, quand il revient à Londres avec les bras chargés d'images américaines, qui vont nourrir Paolo Zi et Hamilton, et qui servent de matériel à l'exposition This is Tomorrow, on va dire que c'est bien amené quand même. McHale théorise les réflexions qu'il mène dans des articles comme l'icône jetable, très beau titre, et le Parthénon en plastique, très beau titre également. Mais ça donne une idée de cette capacité de réfléchir. Il ne s'agit pas juste de coller et de critiquer, il s'agit de penser comment cet environnement peut devenir une pratique. Voilà McHale dans sa chambre. Et ce qui a intéressé, à parté pour vous donner envie de le lire, Juliette Bessette en décembre 2009, il n'y a pas très longtemps, elle fait remarquer que finalement, le tableau qui est derrière lui, le système de piquage comme Abby Warburg, l'historien, avait cherché, vous voyez la petite image qui est là, c'est celle-là. Et donc, on s'aperçoit que le McHale, il s'intéresse à tous les régimes d'images. Et on est au cœur de notre chapitre, faire des images dans un monde d'images. Et ce que Juliette Bessette propose, c'est que finalement, ce qui serait constitutif du pop art anglais, c'est un système d'affichage sur des tableaux. C'est-à-dire, on pourrait dire presque des post-it. Et donc, le fait que ces artistes, un peu comme Cornell aux États-Unis, qui collectionnent, qui collectent, qui assemblent, finalement, ces artistes un peu maniaques des images, c'est leur façon. Je vous rappelle cette remarque de Hebdige à propos de la culture populaire, voilà, amasser l'art comme un travail, l'art qui serait un assemblage de plein d'éléments.
Et c'est ce que je suis en train de faire en appelant ça un Cluedo, c'est-à-dire je rassemble tous ces éléments-là pour voir qu'est-ce qui se passe. Ah oui, une dernière chose qui est importante, c'est que McKell, il va se barrer aux États-Unis, il va tomber amoureux du travail de Buckminster Fuller et il va écrire un livre sur lui. Buckminster Fuller était l'intervenant, comme Fernand Léger, au Black Mountain College. Ça commence à assembler toutes les pièces du puzzle. Je pense que c'est avec la matraque dans la cuisine. Un collage de McKell, un dernier artiste qu'on reverra plus tard, qui va exposer This Is Tomorrow, un architecte qui s'appelle James Sterling, qui va faire ce qu'on appellera dans les années 70 du postmoderne, ce qui va avec ma remarque, c'est-à-dire sortons de la modernité chic, on pourrait dire, de la création moderne, mais jouons voilà, la critique qu'exerçait This Is Tomorrow contre la modernité, modernité qu'il fait surmonter, s'en prenait surtout à la coupure entre la forme et le réel. Ce qui demeure actuel dans cette démarche est le constat selon lequel l'autonomie des œuvres d'art ne saurait être évacuée, mais c'est l'agir qu'il faut modifier. L'indépendant de groupe ne s'est pas contenté de construction intellectuelle, il cherche à établir une relation entre les formes qu'il produit et le résultat. De ce fait, l'exposition, c'est le moyen de rendre présent ce qu'on a devant nous. Le postmoderne de Sterling, c'est un jeu de collage avec plein de références de plein d'époques qui pourraient vous faire penser, pour aller vite, à la cathédrale de Mario Botta et pour aller encore moins vite et plus près de nous, au centre Pompidou. On est au cœur de notre enquête. Je vais finir dans moins de 10 minutes, je vous le promets. This is Tomorrow, 1956, exposition, dans lesquelles il y a Theo Crosby, Richard Hamilton, il y a des salles en fait chacun, Laurence Alloway, on a vu à peu près tout le monde, Kenneth Martin, c'est un sculpteur dont on verra les formes, puisque finalement, si je résume, il n'y a pas grand-chose d'intéressant dans cette exposition, parce que finalement, les Smithson, Sterling, Kenneth Martin et Passmore et Goldfinger, dont vous vous rappelez que j'ai dit que c'était un des architectes du brutalisme, ils vont plutôt faire des formes d'espace, des jeux où la sculpture devient autre chose, ici une sculpture de Sarah Jackson, qui sortent du mur et qui jouent avec la lumière. Voilà le plan de la présentation, on entre par là, les éléments se resserrent ici. La salle 2 qui est la plus importante, qui va être de Richard Hamilton, la seule qui sera une salle de pop art. On passe par le 3, vous voyez, il y a un jeu de formes différentes. On tourne par ici en 4, on tourne par en 5, un grand couloir étroit. Vous voyez, toute la disposition de la salle, le jeu entre les sculptures, entre les peintures, avec le plexiglas qu'on voit. L'important dans cette exposition This Is Tomorrow, c'est ce jeu avec l'espace. Voilà la sculpture de Martine dont je parlais, qui flotte, qui est en l'air et qui a l'air de sortir du tableau. Vous reconnaissez les œuvres de Passmore. Finalement, le groupe Espace de Bio, avec Fernand Léger, aurait dû être accepté. On dirait ici des sculptures de blocs. Ça colle tout à fait. Une petite mésentente sur la forme a dû être à l'origine de tout ceci. Et voilà les schémas de Goldfinger, qui va installer l'espace de Passmore et qui va réfléchir à comment tout ça s'assemble. Les artistes de cette époque-là continuent à faire une recherche maximale sur l'environnement pour percevoir une œuvre. Là, on voit des structures qui permettent de passer au-dessus, qui sont à hauteur du nombril, qui font que, encore plus fort, on peut avoir des choses au-dessus de la tête, des choses qui sont posées sur des tables. Vous vous rappelez que Rauschenberg a déjà mis ça tout à plat. Des œuvres vraiment sur le sol directement, c'est complètement innovant comme façon de procéder. Puisque les peintures peuvent être sur les rochers, les objets sont fabriqués, d'autres récupérés. Il y a à cet endroit-là du sable qui est écarté et sous lequel on peut voir une photo. Voilà, This Is Tomorrow est innovante dans la façon d'exposer finalement le travail des artistes et dans la façon d'interpeller en fait le public sur ce qui est devant lui. Voilà, finalement, quelque chose qui a rapport avec des objets trouvés, mais qui finalement ressemble à ce brutalisme qu'on avait vu. This is woman. You may not see her as the artist sees her, but if you have a rigid approach to art, you've come to the wrong place. An exhibition called This Is Tomorrow at the Whitechapel Art Gallery. It's devoted to collaboration between architects, painters, and sculptors, and its organizers have no time for conventional ideas.
Sculpture, they declare, is not just a traffic obstacle of a general on a horse. Painting is not for covering the cracks in the walls. Architecture is not just something to keep the rain out. They're forces acting on our lives. Prejudices must be forgotten, for art is of the present. Strange, yes, but exciting and provocative. For the men and women who created this exhibition are striving not merely to express something Un petit clin d'œil au film Anémique Cinéma de Duchamp. new in their own particular fields, but to work together to the same end. A house, an easel painting, a pedestal sculpture may conflict and destroy each other's meaning. Voilà, le petit reportage montre à quel point cette recherche sur la perception est tout à fait nouvelle. Maintenant, vous avez tous les éléments de tous les personnages assemblés pour comprendre pourquoi This is Tomorrow, la pièce numéro 2, organisée par Richard Hamilton et sa femme, est si importante. Parce que ce qui intéresse Hamilton dans cette exposition à Londres, c'est de jouer avec le système de perception, des éléments qui partent en avant, des éléments optiques, des miroirs sur le sol. La salle principale sur ces 3 petits espaces à lui est apparemment posée sur des ressorts, sur quelque chose qui remue. On a tous les éléments qui nous détournent de comprendre comment sont les choses. On a même des jeux de déformation optique, puisque ce qui intéresse Hamilton, c'est de transformer le regard du spectateur. Par contre, ce qui est nouveau, c'est que les éléments qui sont en vrai, dans l'espace de déformation du public, c'est qu'il va utiliser des femmes nues, un robot en vrai d'ailleurs, une Marilyn Monroe. Il va considérer que tout ce qui fait partie de son collage, ce sont les éléments non plus de l'espace réel, mais de l'espace des médias. Et c'est là où le travail de Holloway et de McCall va avoir une importance énorme sur Hamilton. C'est que finalement, cette perception qu'il veut transformer, c'est celle de ce qui est autour de lui. Qu'est-ce qui rend nos intérieurs si différents et si attirants? C'est pas seulement qu'on mange de la publicité tout le temps, c'est qu'on habite dedans. Qu'est-ce que Hamilton fait? Il s'intéresse, si on prend l'ensemble de ce qui est écrit, de ce qui est sous nos yeux, là, c'est hommes, femmes, humanité, histoire, alimentation, journaux, cinéma, télévision, téléphone, bande dessinée, slogan, magnétophone, automobile, appareil ménager, espace. Hamilton souhaite que cette image soit interprétée non seulement comme une représentation, mais comme une sorte d'énumération. Il y a tout là-dedans. Et ce qui est drôle, qui me sert de pré-conclusion à mon Cluedo, c'est que l'exposition est un grand succès, ça cartonne, et Hamilton écrit une lettre à Allison et Peter Smithson, et il leur dit, finalement, ce que serait le pop, le populaire, pour moi, c'est une sorte de liste qu'on va revoir demain. Populaire, ça veut dire à destination des masses. Éphémère, solution à court terme. Aisément remplaçable et aisément oublié. Peu coûteux, fabriqué en série, jeune, important. Spirituel, sexy. À trouvailles, séduisant, grandes affaires. Et le texte ajoute, la lettre resta sans réponse. Vous comprenez pourquoi? Hamilton franchit un pas que n'ont pas franchi les Smithson du tout. Il est allé sur un autre univers, celui des médias. Première découverte qui va nous emmener longtemps jusqu'à demain. Partez pas tout à fait, parce qu'il y a une conclusion inattendue. Theo Crosby, un des historiens intellectuels qui était dans le groupe This is Tomorrow, va réunir beaucoup d'architectes tout jeunes dans un groupe qui va s'appeler Archigram. Comment le groupe Archigram va créer? Eh bien, en fait, il y a quelque chose qui est facile à vous résumer, qui est merveilleusement séduisant visuellement. Archigram ne va presque pas construire. Qu'est-ce que fait Archigram? Il s'inspire de la BD, il a un groupe qui s'appelle Archizoom. Il fait des collages, en fait. Il fait de l'architecture par collage, il va jouer des slogans, jouer un petit Buckminster Fuller ici, jouer des slogans, jouer de la typo. Archigram est un groupe d'architectes qui ne construit pas. Voilà Peter Cook qui en fait partie, des tours, des assemblages de plein d'éléments. Et le groupe Archigram, réuni par Crosby, va nourrir le renouveau de l'architecture. On voit bien à quel point on est en train de dépasser le moderne et comment
Le Corbusier est aux fraises dans une histoire comme ça. C'est plutôt par collage, par assemblage que les idées vont arriver. Quelque chose d'assez déconstruit qui est une sorte de source d'inspiration. Un peu comme Paolozzi le faisait, mais poussé à son maximum. Finalement, un autre architecte que Peter Cook, René Ron. Là, on a des jeux qui vous font penser, vous comprenez ma conclusion, ouverture. Beaubourg est le fils de ça. Hein. Beaubourg, 1977, par un architecte anglais et un italien. Piano et Rogers. Voilà un jeu de collage-montage de plein d'éléments qui ont l'air d'être juste des trouvailles, mais des trouvailles qui vont se retrouver encore aujourd'hui dans notre système de vie. Des tours inversées, des systèmes de creux qui permettent de coller, clipper des images, puisqu'ici, il s'agit d'une plugin city, c'est une ville qu'on pourrait, vous voyez, c'est Peter Cook qui fait ce collage, plugin city, c'est une ville dans laquelle on pourrait plugger, se brancher, et puis rajouter un truc, rajouter un truc, rajouter un truc, rajouter un truc. Vous avez dû voir des créations en architecture comme ça, avec des containers qui font en Hollande des systèmes de petites chambres d'étudiants, puisqu'elles peuvent se superposer, se mélanger. Vous connaissez peut-être de nom, puisque c'est tellement célèbre, le principe des pyramides qui sont à Évry, des petites boîtes superposées par endroits et par un, qui vont être nourries de choses comme ça. Mais Archigram, la plupart du temps, ne fait que du collage, des choses qui sont merveilleuses, des jeux avec la couleur, avec l'image, avec un univers qui est fou. Et cette folie va être créative. Elle va même permettre d'inventer pour Ron et Ron une ville qui marche, que voici, qui serait une sorte de cité. Vous comprenez la façon dont elle est nourrie de science-fiction et comment, en retour, elle va nourrir la science-fiction. Comment on pourrait habiter dans une ville et qui avancerait. On est à la fois dans Fritz Lang et bien au-delà. Puisque un des sujets qui viendra dans la suite de cet archigramme Archizoom, c'est Super Studio, c'est une ville sans fin qui serait une espèce de... La voici, une ville qui n'existe pas, hein, bien sûr, c'est une sorte de provocation de ce que doit être le construit par rapport à la nature, une ville au-dessus de la vie et qui serait un collage sans fin et qui ne s'arrêterait jamais, sur laquelle les gens habiteraient tout autour. Peter Cook a vraiment construit ça à Vienne. Et voilà ma conclusion. Je dirai un mot dans 3 jours de quelque chose qui a rapport, c'est que Oldenburg, le pop artiste américain, va fabriquer de la fausse nourriture qu'il va peindre, mais surtout, point commun, ouvrir un magasin en 61 qui vend, entre guillemets, ces objets de rebut. Ma conclusion, elle est simple. À quoi ça fait penser? À ça. Un système de collage, montage, assemblage de plein d'éléments. Qui va être marqué par This Is Tomorrow? J.G. Ballard, qui va écrire notamment Crash, un jeu de construction de science-fiction qu'il faut que vous lisiez parce qu'il a quand même écrit des choses bien, bien barrées sur le principe de cette société de consommation qui nous aliénerait, mais qui se greffe en nous, en fait. C'est ça qui est intéressant dans ce qu'a trouvé Richard Hamilton. Ce n'est pas une sorte d'ironie comme le fera le nouveau réalisme français, c'est cette idée que nous ne pouvons pas sortir de cet environnement. Un autre clin d'œil, c'est les folies à la Villette de Bernard Tchoumi, qui sont de 86, mais qui sont un petit module qui est répété, 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 répété. Voilà. Qu'est-ce qui rend nos intérieurs si différents? C'est à la fois l'environnement dans lequel on vit, mais finalement, et c'est là où il y a une petite conclusion rigolote, c'est que c'est l'historien de l'art qui est obligé d'assembler tous ces éléments. Eh bien, vous savez de quand date le Cluedo? Il date de 1949 et il sera lancé en même temps. Moi, je dis demain, on saura si le colonel Moutarde a tout tué.